C'est bon, c'est parti. Eh bien, Robin, je te laisse te présenter pour que la vérité sorte de tes paroles et qu'on puisse savoir un peu plus qui tu es et donc l'axe que tu souhaites amener dans cet horizon UX qui est sur le thème d'accompagner et convaincre. Donc tout type de projet. Voilà, je te laisse Super, la parole. parfait. Eh bien, merci Pierre. Alors, j'avais préparé quelques slides que je peux vous partager. Hop, dites-moi si c'est bon quand vous voyez les slides. Nickel. C'est bon? Parfait. Alors, déjà, bienvenue à tous dans cet Horizon Mix qui va effectivement concerner l'accompagnement en ESN, donc l'accompagnement et comment on peut convaincre nos clients ou nos managers à partir de mon REX, de mon retour d'expérience en tant que consultant faisant partie d'une ESN. Alors, avant de me présenter, je me dis que peut-être il y a des gens qui se posent déjà certaines questions. Alors, pour vous expliquer un peu comment j'ai construit ce cours, enfin, pas ce cours, mais plutôt cette présentation, c'est j'ai essayé de me mettre à la place soit de nouveaux UX, ou en tout cas d'étudiants, et en me posant la question, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir dès le début, en fait, pour bien me préparer à ce que serait une mission donc, en tant que consultant de ESN pour des clients de grands comptes. Alors, donc déjà, première question, qu'est-ce qu'une ESN? Parce que peut-être que parmi les spectateurs, tout le monde ne sait pas ce qu'est une ESN. Donc, si jamais vous avez une réponse à ça, vous pouvez la mettre dans le chat. D'ailleurs, j'ai quelques slides comme ça où je vais à chaque fois vous poser quelques petites questions pour lesquelles vous pourrez répondre directement dans le chat. Par contre, je ne vois pas le chat. Alors, Pierre ou Quentin, dites-moi si vous voyez des réponses. Oui, alors regarde si tu peux, tout en haut de ton écran, normalement il y a option d'affichage. Tu as Ah peut-être la oui, donc possibilité. c'est dans une autre fenêtre, d'accord. Ok. D'accord, donc ils Qu'on font tous ne des... voit pas à ton écran. Exactement, voilà, parfait. Donc c'est bon, là je vois. Parfait, donc effectivement, vous avez trouvé la réponse. Donc, à la fois Marie-France et Benjamin, dans le sens où l'ESN, voilà, c'est une entreprise de services du numérique qui était anciennement la Société de services en ingénierie informatique, plus communément appelée SS2I. Et c'est une société de services experte dans le domaine des nouvelles technologies et de l'informatique. Donc, elle peut englober plusieurs métiers, conseil, conception, réalisation d'outils, maintenance ou encore formation, et a pour objectif principal d'accompagner une société cliente dans la réalisation d'un projet. Donc, le reste, je vous laisse le lire. Mais ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est qu'en résumé, donc en tant que consultant UX faisant partie de NESN, j'accompagne mes clients à réaliser leurs projets en y intégrant une vision de conception orientée utilisateur. C'est peut-être là aussi qu'il va y avoir un petit changement par rapport à ce que vous avez déjà pu voir. C'est que moi, je vais travailler pour des clients. Donc, on ne va pas forcément partager les mêmes objectifs. Et justement, c'est là toute la problématique et tout le sujet qu'on va voir ensemble. Alors, qui suis-je? Parce que ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser. Donc, je suis Robin Sur, 33 ans, 10 ans d'expérience dans l'univers du digital, dont 5 ans en tant que consultant UX. En tout, en tant que consultant UX, j'ai fait 12 missions. Et avant ça, j'avais également fait d'autres métiers comme responsable de production dans une startup du digital et chef de projet digital. En termes de certification, j'ai pas mal passé de certifications pour mieux appréhender les différentes facettes de nos métiers. PO, Design Sprint Master, Design Ops. Et en termes d'études, j'ai un master en communication de l'ISCOM. Et la petite anecdote, donc je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ce qui m'a attiré vers le métier de l'UX, c'est un design sprint. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo où j'avais fait un REX justement de design sprint. Ce qui concerne mes missions en termes d'UX, donc j'ai vu un peu pas mal de secteurs d'activité, donc banque, assurance, santé, énergie associatif, des marchés du B2C, du B2B, du B2B, que ce soit sur du web, du mobile. Et en termes de taille d'entreprise, j'ai travaillé autant avec des PME, des ETI, donc c'est des entreprises de taille intermédiaire, et des GE, donc des grandes entreprises. Et en termes de mission, pareil, c'est très divers et varié. Ça peut aller de l'audit d'ergo, de l'UX Map, des protos, des tests UX, et jusqu'à la présentation de stratégies UX en CODIR. Donc, en gros, présenter stratégie qu'on va mettre en place au niveau de l'entreprise. Et en termes d'interlocuteurs,
j'ai également eu la chance de pouvoir parler à différents niveaux d'interlocuteurs, comme les CEO, les DG, les head-off, les chefs de chantier, les AS, et sinon aussi du côté opérationnel, donc comme les coachs agiles, les PO, les UX et les devs. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai vu pas mal de choses, mais en tout cas aussi un point important, c'est que dans toutes ces choses, j'ai vu des niveaux de maturité UX qui allaient, si on se base sur l'échelle de Nielsen Norman Group, du niveau 1 au niveau 4. Voilà. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir 5 et 6, je ne sais pas pour vous, mais ça m'intéresserait. Et donc voilà, en résumé, voilà, j'ai pu observer pas mal de contextes différents, sauf encore une fois au-dessus de niveau de maturité UX de 5-6. Et j'ai bien sûr encore beaucoup de choses à voir et à apprendre. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce qui va suivre là, c'est uniquement mon avis sur la question et une compilation de contenus que j'ai recueillis sur Internet. Et voilà, donc je vous encourage à avoir votre propre avis sur ce que vous allez voir. Bien sûr, je suis ouvert au débat. Et à la fin, j'espère justement qu'on pourra débattre sur ce que je vais vous présenter. Alors, l'apport de l'UX en entreprise. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Donc en tant que consultant UX en ESN, je suis amené à travailler avec des grands groupes et leur niveau de maturité UX est vraiment, je dirais, hétérogène en fonction des équipes projet. Par contre, il y a une seule chose qui est sûre, c'est que là, tous ceux qui sont, je veux dire, autour de cette table, tous ceux qui regardent cette présentation, on est tous convaincus que l'UX apporte de la valeur dans les projets. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce métier ou que pour les étudiants, vous avez choisi de faire ce métier. Donc la vraie question, c'est quoi? La vraie question, c'est comment convaincre soit notre client ou notre manager de mettre en place une démarche UX. Donc pour répondre à cette question, ce qu'il faut bien comprendre déjà le contexte général des entreprises, surtout des grandes entreprises, c'est que c'est très siloté. C'est très siloté dans le sens où il va souvent y avoir des guerres de tranchées entre la partie métier, qui a sa propre organisation, sa propre vision des choses, et la partie DSI, qui, pareil, qui partage sa propre organisation et vision des choses. D'un point de vue historique, c'est le métier qui exprimait le besoin et la DSI qui, elle, construisait le produit pour répondre aux besoins. Donc, il y avait je dirais, cet échange entre ces deux grands silos. Et aujourd'hui, l'agilité et tout ce qui approche l'UX est en train un peu de déconstruire ces modèles, ce qui peut déstabiliser certaines personnes. Mais tout ça, on va le voir juste après. Donc, pour traiter ce sujet de l'UX en entreprise, on pourrait faire plusieurs choses. Comme le temps est assez limité, on va choisir sur quoi on va choisir les sujets qu'on va voir ensemble. Donc, première chose, on pourrait parler plus en détail de cette échelle présentée par le Nielsen Norman Group sur la maturité du X. Par contre, comme on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas le faire, mais je vous encourage vraiment de regarder cet article. Si vous voulez, à la fin, je vous mettrai les liens dans la conversation. Mais voilà, on n'a pas le temps, donc on ne pourra pas le faire. Sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est parler du ROI de l'UX ou comment convaincre votre boss ou client d'investir dans l'expérience utilisateur. Ce type d'article, il y en a plein, que ce soit en français ou en anglais sur Internet. Là, je vous en ai juste pris un. Donc, ça pourrait être intéressant de parler là-dessus, vraiment quels sont les différents avantages que l'on peut mettre en avant dans l'esprit des gens pour mettre en place de l'UX. Mais pareil, il y a quelque chose de plus important avant ça, donc je vous encourage à lire ce type d'article, mais on ne va pas le traiter ensemble. Ou encore, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On pourrait également débattre autour d'une métaphore illustrée pour en extraire vraiment tous les arguments qui pourraient vous servir à convaincre vos interlocuteurs de mettre la bonne pratique en place, c'est-à-dire celle de l'UX. Mais encore une fois, on ne le fera pas parce qu'il y a d'autres choses plus importantes et quelque part un peu plus auxquelles on ne va pas penser du premier coup. Et c'est ça que je veux voir avec vous. Et donc, à la place, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de perception, de psychologie et de changement. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail de ces 3 points, commençons par une petite question. Selon vous, quelle est la première chose à faire pour convaincre son interlocuteur de mettre en place une démarche UX? Donc là, je vous en prie, c'est à vous. Vous pouvez écrire votre réponse dans le chat. Donc on va attendre
quelques secondes, enfin une minute pour voir quel est votre avis sur la question, voilà, quelle serait votre réponse à cette question. Alors, on a Nassim, bien connaître soi-même, ce qu'est l'UX et en savoir parler. Très bien. Est-ce que d'autres personnes lui donner une définition complète et claire de l'UX? OK. D'autres personnes? Présenter le processus UX. OK. Poser des questions pièges qui vont lui prouver qu'il connaît mal ses utilisateurs. Celle-là, elle est un peu tricky, mais c'est pas mal. Lui montrer des exemples avant et après. Pareil, ça aussi, c'est lui demander ce qu'il entend par UX et pourquoi il veut ou ne veut pas utiliser l'UX. OK. Ben, merci à ceux ceux qui proposent toujours. Hein. Donc, mieux comprendre les besoins utilisateurs égale plus de profit. Ah, aussi, pas mal à attaquer sur le profit. Donc, montrer les bénéfices financiers. Bon, ben, en tout cas, merci de participer. Je ne m'attendais pas à autant de réponses, mais c'est super. Donc, gardez bien justement cette question en tête. On ne va pas y répondre tout de suite. On va déjà avoir quelques éléments, mais on y reviendra après. Donc, gardez bien en tête votre réponse à cette question. Et ce que je vous propose déjà, c'est de voir ce premier sujet que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire la perception. Et pour ça, je vous propose de faire un petit jeu. Donc, c'est très simple. Je vous propose de regarder une vidéo et de suivre les consignes, et enfin, à la fin, de donner votre réponse dans le chat. Alors, déjà, vous allez me dire si vous voyez la vidéo. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est en anglais, mais bon, normalement, c'est assez compréhensible et je vais vous traduire. Donc, l'idée là, c'est de compter voilà, le nombre de passes qui vont se réaliser entre les joueurs qui portent des t-shirts blancs. OK? Donc, tout le monde est prêt. Attention, il faut être concentré. C'est parti. Alors, à vous de répondre dans le chat. Bon, à part ceux qui connaissent, que je vois qu'il y en a qui connaissent déjà la vidéo. OK. Bon, en même temps, donc là, je vois 15. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont compté un nombre de passes plus élevé ou moins élevé? OK. OK. Donc, ça tourne entre 15 et 16. Parfait. Alors, donc là, la réponse est 15. Alors, ça, c'est une autre question. Est-ce que vous avez vu un gorille? Donc, répondez de manière honnête. Hein, c'est le but du jeu. Okay. Bah, après, ceux qui ont déjà vu la vidéo sont un peu biaisés. Mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vois des oui, des non. OK. Pour les autres, après, il y a des oui, il y a des non. OK. Moi, je vous propose de regarder pour voir si effectivement il y a un gorille. Et donc, voilà, tout le monde peut constater qu'effectivement, il y avait un gorille. Alors, je reviens sur ma petite présentation. Hop. Vous voyez toujours mon écran? Oui.
Oui, c'est bon, parfait, merci. Alors, donc comme vous avez pu voir, enfin, après, je ne sais pas qui avait déjà vu la vidéo, qui n'avait pas vu, mais en tout cas, voilà, ce que ces étudiants ont remonté par rapport à leur étude, c'est que la plupart des gens ne voyaient pas le gorille lors de la première visualisation au moment où ils appliquaient la consigne, c'est-à-dire compter le nombre de passes. Donc, qu'est-ce que nous apprend ce test? En fait, il nous apprend quelque chose de très important, c'est que nous sommes aveugles. Donc, pour ça, j'ai choisi une citation de Daniel Kahneman, qui était un prix Nobel en économie en 2002, qui a écrit un bouquin, d'ailleurs, que je vous conseille, qui est Thinking Fast and Slow. Et en fait, sa phrase est très, très parlante, c'est pour ça que je vous la propose là. L'étude sur les gorilles, donc ce qu'on vient de voir, illustre deux faits importants concernant notre esprit. Nous pouvons être aveugles aux évidences et nous sommes également aveugles à notre aveuglement. Ça montre juste que, un, on ne voit pas, et deux, on n'est pas conscient de ne pas voir. C'est quand même assez impressionnant comme constat. Et ça, c'est super important de garder à l'esprit parce que dans le monde dans lequel on vit, ça peut jouer pas mal de tours. Donc, en fait, si on fait un petit parallèle, c'est quoi? C'est que on vient de comprendre que notre attention, elle est sélective, c'est-à-dire là, on compte juste le nombre de passes, qu'elle dépend de notre conditionnement. Donc là, dans la vidéo, c'est la consigne qu'on a lue avant, et que notre cerveau occulte tout ce qui sort de ce schéma de pensée. Et donc là, c'est la représentation du goal. Donc si on fait un parallèle avec le monde du travail, ça peut poser pas mal de soucis. Pourquoi? Parce que le nombre de passes, on va dire que ça représente les éléments que nous cherchons à voir et à mesurer. Donc en gros, ce qui nous intéresse, nous, de ce qui se passe dans le monde du travail. La consigne, c'est nos a priori, notre objectif, nos convictions et donc notre conditionnement. C'est notre carcan, hein, c'est voilà, les œillères qu'on se met pour voir la direction qu'on s'est fixée. Et le gorille, c'est tous les éléments, opportunités propres au contexte réel que nous occultons car ils ne correspondent pas à notre schéma de pensée. Et pour ajouter la cerise sur le gâteau, notre perception est subjective. Donc, ça veut dire que chaque personne a sa propre perception du monde réel et c'est ce qui peut entraîner quelques problèmes de compréhension interpersonnelle, comme le montre un peu cette illustration, où en fonction de la position du bonhomme, eh bien, il perçoit le monde différemment. L'un voit le 6 et l'autre voit le 9. Donc là, si je prends un exemple du monde du travail, hein, du monde de l'UX, là, je vous ai fait un résumé vraiment extrême d'une mission standard. En général, on commence par un audit de la situation, bien sûr, selon le prisme UX. Ensuite, on va proposer un accompagnement optimal, selon nous, en intégrant le UX. Et le constat, en général, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est qu'il y a une difficulté d'acceptation et de mise en place de la nouvelle organisation dans l'organisation existante. En fait, on voit que malgré le super plan qu'on propose, eh bien, il a du mal à se mettre en place. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe? On ne va pas se battre contre des moulins à vent pendant des mois. Donc, on va adapter l'organisation UX qu'on propose au contexte réel. Et ça entraîne quoi? C'est qu'en général, l'apport de la valeur au projet par l'UX est moindre par rapport à notre proposition initiale. Donc, pourquoi? La raison, c'est que dès le départ, comme on vient de le voir, les perceptions sont différentes. C'est-à-dire que nous, la perception en tant que consultant UX et la perception de notre interlocuteur qui, lui, a sa perception, on va dire, plus corporate, en tout cas de son environnement, de l'environnement du travail qu'il connaît, ces perceptions sont différentes. Donc, on a des objectifs différents. Et donc, dès le début, donc par défaut, on a un mauvais alignement. Donc là, vous allez me dire, OK pour la perception, mais l'UX, ce n'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas au niveau du marché. Hein. Si vous tapez UX sur Internet, User Experience, vous allez avoir pas mal de résultats, parce que la plupart des marchés ont déjà prouvé l'apport de la valeur de l'UX. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos interlocuteurs ont du mal à vraiment comprendre la vraie valeur que pourrait apporter l'UX dans leur projet. Donc là, vraiment leur apporter à leur projet. Eh bien là, je vous pose la question. Vous pouvez proposer votre réponse dans le chat. Pourquoi nos interlocuteurs ont du mal à vraiment comprendre la valeur que pourrait apporter l'UX
dans leur projet. Est-ce que vous avez une idée? Si tout le monde sur Internet, sur tous les réseaux, crie qu'il faut faire de l'UX parce que ça vous permet de diminuer le temps de développement, enfin le temps de construction d'un produit qui répond à vos objectifs. Ça permet une satisfaction élevée des clients. Ah, je n'ai pas vu. Oula, merci pour tous ceux qui participent. Une remise en cause de leur fonctionnement et de leur pouvoir, parce que la culture design est déjà peu comprise du grand public en France, d'une part, parce qu'ils regardent le problème à travers leurs lunettes en fonction de leur expertise. Tiens, ça c'est intéressant. Ils n'ont pas assez de recul, car ça sous-entend de se remettre en question alors qu'on pense déjà connaître les réponses à apporter. Pas mal aussi, là on a une piste, parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes utilisateurs du produit. C'est effectivement aussi une bonne remarque. L'inertie systémique, ils ont du mal à changer leurs habitudes. OK, parfait. Eh bien, merci pour vos réponses. Moi, ce que je vous propose, c'est une bonne réponse, c'est les biais cognitifs. Donc, au début, je vous ai dit qu'on allait parler de psychologie. Donc, c'est là où on va s'attaquer à la psychologie via les biais cognitifs. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif et qu'est-ce que la psychologie? Parce que c'est quand même important de le définir à la base. Donc déjà, la psychologie, c'est la discipline qui vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. Et ça, c'est important, c'est pour ça que je vous l'ai mis en gras, en fonction des conditions de l'environnement. Et les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? C'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Le terme biais fait référence à une déviation systémique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou des erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Donc ça, vous pouvez y accéder. Hein. Donc, la première, c'est Larousse et la deuxième, c'est Wikipédia. Donc, tout ça pourrait expliquer le problème de compréhension. Parce que là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est qu'en fait, les biais cognitifs, donc déjà, c'est un fonctionnement de notre cerveau, fonctionnement qui est automatique. Donc déjà, on ne peut rien y faire. C'est comme ça que notre cerveau pense, ou en tout cas agit. Et ça peut nous entraîner des erreurs de jugement. Okay? Et donc là, ce que j'aimerais vous présenter, en tout cas partager avec vous, c'est quelques biais cognitifs qui pourraient expliquer les incompréhensions que l'on pourrait avoir avec un client ou un manager. Là, je vous cite la source, mais il y a plein d'autres hein, pour voir ces différents biais cognitifs. Alors, le premier biais cognitif, c'est le biais de la confirmation. Donc, le biais de la confirmation, c'est un biais qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Là, je vous ai mis un exemple plutôt dans le monde du travail. L'avantage principal d'un UX designer, c'est d'avoir des maquettes. Donc, en gros, ça, c'est un message que déjà votre interlocuteur peut avoir ancré dans son esprit. Et en fait, vous allez faire plein de choses en tant que UX designer. Vous allez l'aider déjà dans sa phase de cadrage, dans sa conception même de la problématique, etc. Mais le fait que vous allez lui donner des maquettes va renforcer son idée. En fait, l'UX, c'est des maquettes. Il va occulter tout ce que vous avez pu faire avant avec lui. Deuxième biais intéressant, c'est le biais d'ancrage. Donc, le biais d'ancrage, c'est la tendance à utiliser indûment une information comme référence. Il s'agit généralement du premier élément d'information acquis sur le sujet. Donc là, l'exemple, mon expérience m'a montré que l'équipe de développement avait besoin d'au moins 2 sprints pour développer une fonctionnalité. Donc là, dans l'esprit de votre interlocuteur, c'est 2 sprints égale une fonctionnalité. Ça, c'est le comportement par défaut du cerveau. Voilà, il n'avait aucune information au départ pour combien de temps pour faire une fonctionnalité. Son expérience a montré que c'est 2 sprints. Pour lui, une fonctionnalité égale 2 sprints. C'est le fonctionnement automatique du cerveau. Le biais de statu quo, c'est aussi un biais très intéressant. C'est la tendance à préférer laisser les choses telles qu'elles sont, un changement effectivement apparaissant comme apportant plus de risques et d'inconvénients que d'avantages possibles. Donc en gros, l'exemple, ça a toujours été ça a toujours été au métier d'exprimer le besoin et à la DSI de construire ce besoin. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Donc là, pareil,
on préfère garder le statu quo parce qu'en en fait, on a plus une perception de perte que de gain lorsqu'on envisage le changement. Autre biais, le biais d'omission. Donc, le biais d'omission, ça consiste à considérer que causer éventuellement un tort par une action est pire que causer un tort par inaction. Donc, celui-ci, c'est pour illustrer avec un exemple, on ne mesure pas les performances parce que ça risque de mettre en défaut certains collègues. Donc voilà, on préfère ne rien faire parce qu'en fait, l'action pourrait potentiellement entraîner un désagrément pour les collègues. Autre biais, le biais de faux consensus. Donc là, c'est la tendance à croire que les autres sont d'accord avec nous plus qu'ils ne le sont réellement. Ce biais peut être particulièrement présent dans des groupes fermés, dans lesquels les membres rencontrent rarement des gens qui divergent d'opinion et qui ont des préférences et des valeurs différentes. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les grands groupes, en général, les équipes sont assez fermées. Hein, c'est pour ça qu'on parle de silos. Et donc, ils ont rarement de contact avec des gens qui pensent différemment. Et donc, leur cerveau, automatiquement, va partir dans ce biais de faux consensus. Et un exemple, c'est tout le monde est d'accord avec moi. Cette fonctionnalité est un must. Donc, même si ce n'est pas le cas de tout le monde, la personne va croire, son cerveau va lui faire croire que tout le monde est d'accord avec lui. L'illusion du savoir, celle-ci aussi, elle est intéressante, consiste à se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et à ne pas chercher à recueillir d'autres informations. La situation est jugée à tort comme étant similaire à d'autres situations connues et la personne réagit de la façon habituelle. Et l'exemple pour souligner tout ça, que ce soit cette méthode ou une autre, de toute manière, le résultat sera le même. Donc en fait, on reste sur son a priori au final, et on n'essaye pas d'aller mieux se renseigner, d'aller chercher d'autres sources d'informations pour apprendre vraiment ce que pourraient apporter d'autres méthodes dans ce cas. Donc en résumé, tous ces biais cognitifs, ça nous montre quoi? Ça nous montre quelque chose de très intéressant. Et ça, je tiens vraiment à appuyer là-dessus parce que c'est le fonctionnement du cerveau. Hein. Donc, ce n'est pas juste votre client ou votre manager, c'est le vôtre aussi. Et donc, pour contrecarrer ces modes par défaut, il faut les connaître. Donc là, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre là tous ensemble? C'est que potentiellement, le cerveau de votre client manager le pousse automatiquement à ne pas vouloir changer d'avis, ne pas revoir son jugement, laisser les choses telles quelles, craindre l'impact de l'action, surévaluer le nombre de personnes d'accord avec son positionnement et ne pas chercher de nouvelles informations pour ne pas remettre en question ses croyances. Donc ça, c'est le mode par défaut de tous les cerveaux humains. Donc voilà, c'est pour ça je trouve que c'est important de le noter. Avant de parler de tout ce qui est argumentaire, pourquoi l'UX, il faut le mettre dans votre entreprise, qu'est-ce que ça va vous apporter, déjà, il faut comprendre que la base, c'est ça. La base de l'interlocuteur à qui vous allez vous adresser, c'est celle-ci. Donc ça peut bien sûr expliquer pas mal de comportements. Et attention, parce que ce n'est pas tout. Maintenant, je vous propose de découvrir par quel cheminement de pensée doit passer votre client et manager dans le cadre d'un changement. C'est ce que vous voulez apporter en tant que consultant UX en ESN. Vous voulez apporter un changement dans l'entreprise, avec bien sûr une promesse d'améliorer les choses, mais en tout cas, le ressenti de la personne, c'est le changement. Donc là, pareil, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'en plus, vous êtes super actif dans le chat et ça fait plaisir. Donc, à votre avis, par combien d'étapes une personne doit passer selon la courbe de changement établie par Kubler-Ross? Je vous en prie, je vous laisse 1 minute pour répondre dans le chat. Ça va être tout le monde. C'est pas trop dur à suivre. C'est intéressant. Donc 5. Donc on a une première réponse, 5 étapes selon la courbe du changement. Qui dit mieux? Ne soyez pas timide. 6 au hasard, parfait, c'est bien. Il faut tenter sa chance. 4. Par tous. Ah, je ne comprends pas, mais
OK. En tout cas, on a 5, donc 4, 5, 6, 8. OK. Allez, une dernière. Et 5. Donc, pour l'instant, c'est 5 qui l'emportent. Alors, donc la réponse, c'est 9. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, quand vous vous adressez à elle et que vous voulez lui proposer un changement, elle va automatiquement passer par 9 états émotionnels. Et ça aussi, c'est super important parce que c'est souvent négligé. Donc là, je vous ai mis un screenshot justement de cette courbe de changement et je vous encourage à regarder ce blog qui s'appelle bloculus.com. Et justement, vous avez mis un lien, pareil, je vous pourrais le mettre dans la conversation. C'est un consultant, un acteur du changement qui accompagne les entreprises justement à passer ces étapes du changement de manière plus agréable et plus fluide. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous montre ici? C'est que chaque étape du changement, donc au début, bien sûr, ça passe par un état de choc, de déni, de colère, de négociation, de dépression, d'acceptation, d'expérimentation, de décision et d'intégration. Okay. Donc là, ce qu'il dit, c'est voilà, que la vitesse peut différer, mais en tout cas, chaque individu passe par ces différentes phases. Et à chaque phase, vous pouvez, voilà, au niveau individuel ou au niveau d'équipe, vous pouvez proposer un accompagnement adapté. Hop. Donc, celui-ci, vu que le temps est assez limité, on ne va pas rentrer plus en détail, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce site parce que c'est vraiment des clés de compréhension qui vont vous permettre derrière de pouvoir proposer des accompagnements adaptés. Parce que si vous avez un client qui est dans un état de choc ou de colère, ce n'est pas la même chose que si vous avez un client qui vous a appelé qui est déjà dans un état de décision. Donc, il est déjà sur une proactivité où il veut mettre en place quelque chose. Okay. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les grandes boîtes avec lesquelles je suis amené à travailler, c'est que souvent, il y a un vrai décalage entre la personne qui demande donc, le consultant UX, c'est-à-dire voilà, soit un head-off, soit un chef de chantier, un chef de portefeuille, ce qu'on veut, qui lui détecte un besoin de l'entreprise et il va dire, pour répondre à ce besoin, il nous faut un consultant UX. Sauf que le consultant UX, quand il va arriver dans la mission, il ne sera pas en contact direct avec la personne qui l'a commandé. Il sera en contact avec un opérationnel qui, lui, a pour mission de soit construire un produit, soit construire une organisation, etc. Donc, cette personne-là, la personne avec qui vous allez souvent échanger, souvent, c'est une personne qui n'est pas familiarisée avec l'UX. Et donc, c'est pour ça que c'est super important de comprendre les différentes étapes de la courbe du changement pour savoir à quel niveau il se trouve et quel est l'accompagnement personnalisé qui va vraiment faire écho chez lui pour aller dans le bon sens. Alors, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a appris? Nous avons appris que par défaut, 1, nous sommes aveugles de la perception de notre interlocuteur. Donc ça, c'est le problème avec le jeu du gorille. Que le cerveau de notre interlocuteur et le nôtre nous poussent par défaut à la faute. Ça aussi, c'est super important de savoir. Que tout humain exposé au changement passe par 9 phases bien distinctes qui chacune doivent surmonter des défis bien particuliers. Donc c'est là où je vous rappelle la question que je vous ai posée au début de la présentation. Selon vous, quelle est la première chose à faire pour convaincre son interlocuteur de mettre en place une démarche UX en sachant tout ça? Donc là, pareil, je vous laisse quelques secondes si vous voulez répondre. Engager un gorille, ça peut être une bonne idée, ça. Ça peut rejouer l'expérience du gorille en réalité. Savoir à quelle étape il se trouve, très bien. Identifier ses biais cognitifs, très bien. Le rassurer, parfait. Se connaître soi-même et connaître le fonctionnement, ok. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a tendance à mettre un peu de côté, mais effectivement, la connaissance déjà du cerveau humain et comment les gens réagissent par défaut, c'est-à-dire quand ils ne sont pas conditionnés à réagir d'une autre manière, c'est super important de connaître ça, parce que ça vous donne encore une fois des clés de compréhension pour bien pour proposer un accompagnement en fait, qui va dans le bon sens. OK.
Eh bien, merci pour vos réponses. Moi, ce que je vous propose, ça va être un peu banal, dans le sens où on dit, bah, c'est ça la réponse, tout ça pour ça. Mais encore une fois, c'est super important. Donc, la réponse à cette question, selon vous, quelle est la première chose à faire pour convaincre son interlocuteur de mettre en place une démarche UX? Eh bien, ma réponse à ça, c'est écouter. Pourquoi je vous dis que c'est banal? Parce qu'en fait, écouter, ça a l'air très simple. Écouter, bon, bah, bien sûr, c'est facile, on pose des questions, on écoute. Mais vraiment écouter, c'est-à-dire passer un peu cette phase du politiquement correct, où quelque part, vous n'allez pas sentir les vraies raisons, les vrais leitmotivs, en fait, voilà, le vrai moteur de votre interlocuteur. Et ça, c'est super important. C'est pour ça que la première chose qu'il faut faire en arrivant dans une mission en tant que consultant externe, et d'ailleurs, c'est valable pour toute personne qui arrive dans un nouveau contexte, c'est de ne pas imposer sa vision des choses, mais d'abord écouter la vision de ceux qui sont déjà en place. Parce que vous allez être ajouté dans ce monde. Ce n'est pas votre monde qui va déstabiliser le leur. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est que c'est vous qui allez dans leur monde, et donc c'est à vous de vous adapter à ce monde. Et la première étape, c'est écouter. Mais écouter pourquoi? Parce qu'il y a des étapes clés avant de rentrer dans votre proposition, on va dire, d'accompagnement, proposition de valeur, c'est qu'il faut connaître son point de vue. Donc, quand je dis son point de vue, c'est le point de vue de votre interlocuteur, pas de la personne, encore une fois, contexte grand groupe, pas le point de vue de la personne qui vous a embauché, pas la personne qui a dit il nous faut un UX, mais le point de vue de la personne avec qui vous allez travailler au quotidien. Donc, c'est très important de connaître son point de vue déjà sur la problématique, entre guillemets, officielle, et surtout de connaître quelle est sa problématique, quels sont ou quel est son problème qu'il voit comme prioritaire, parce que c'est en connaissant son problème ou ses problèmes que vous allez pouvoir adapter votre discours et que vous allez pouvoir être vu par rapport à lui comme un avantage, enfin comme une valeur au lieu d'être un détracteur. Deuxième point, connaître ses vraies motivations. Donc ça aussi, c'est très personnel. C'est-à-dire que la motivation, ce n'est pas on veut que nos utilisateurs soient plus contents ou on veut augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça, ce n'est pas des motivations. Les motivations, elles vont être matérielles, professionnelles, personnelles ou altruistes. C'est-à-dire matériel, je souhaite être augmenté, je souhaite avoir des avantages. Professionnel, c'est je souhaite être promu. Voilà, je veux être promu. Personnel, là, c'est vraiment moi-même, je veux m'améliorer, je veux apprendre de nouvelles choses, etc. Et altruiste, ça va plutôt être je veux accompagner des nouveaux entrants, donc je veux transmettre du savoir, je veux aider les autres à devenir meilleurs. Okay. Un autre point important, c'est de trouver les leviers faisant écho. Parce qu'une fois qu'on connaît la vraie problématique, enfin, la vision de son interlocuteur sur la problématique, qu'on connaît ses vraies problématiques, donc les problèmes que lui souhaite résoudre, parce que c'est pour lui les problèmes les plus importants dans son esprit, on connaît ses vraies motivations, on sait pourquoi il veut répondre à ces problèmes, eh bien, tous ces éléments vont nous permettre de trouver les leviers qui vont faire écho chez lui. On ne va pas être sur un discours un peu neutre, un peu froid, du X, c'est génial, il faut le faire parce que ça va satisfaire les utilisateurs, votre boîte va gagner plus d'argent, les process vont être plus fluides. Il faut vraiment s'attacher au niveau personnel, c'est-à-dire la personne, votre interlocuteur privilégié, il faut connaître tout ça pour que vos arguments fassent écho chez lui. Et ça, c'est super important. Et ensuite, bien sûr, la finalité, c'est quoi? C'est qu'une fois que vous avez trouvé les leviers, vous pouvez adapter votre discours en se basant sur ces desiderata. Donc, quelque part, en disant, voilà, c'est l'entreprise qui a dit que tu avais besoin de moi, mais moi, en arrivant dans ton équipe, je t'écoute, tu m'as dit tes problématiques, tu m'as dit ce qui te motivait, tu m'as dit là où tu voulais aller, et voici l'accompagnement que je peux proposer pour t'aider à aller dans cette direction. Et là, c'est gagné. Là, il est prêt à entendre tout votre discours sur l'UX, c'est génial. L'UX, ça satisfait les clients, mais en même temps, ça va te permettre d'obtenir ta promotion parce que tu vas bien te faire voir de ton supérieur. Ça va te permettre d'être augmenté. Ça va te permettre d'apprendre de nouvelles choses. Augmenter un peu le champ de tes savoirs ou altruiste. Grâce à ça, tu vas pouvoir donner des billes, donc donner des clés de compréhension également aux personnes que tu manages. Donc, tout ça, c'est important. Et là aussi, j'ai voulu faire un petit parallèle avec les choses qu'on connaît.
Donc, je pense que tout le monde ici présent connaît le design thinking et surtout ces 5 phases du design thinking. Et j'ai voulu faire un rapport à ce design thinking parce qu'on le connaît tous. On sait tous qu'une des premières phases, qui est d'ailleurs difficile à mettre en place dans les entreprises, c'est cette phase d'empathie, qui est donc la première phase du design thinking, ce pourquoi on se bat auprès des clients et auprès de nos supérieurs pour mettre en place une vraie démarche de design thinking. Eh bien, en fait, moi, je vais vous faire réfléchir sur un point, c'est que avant de leur demander de mettre en place cette phase d'empathie, il faudrait peut-être leur montrer déjà l'exemple, en leur montrant que c'est important, parce que quelque part, toute la démarche que vous allez faire avec eux, une fois que vous l'aurez faite, ils vont voir l'effet que ça a par rapport à votre relation, et vous pourrez leur dire, bah voilà, tu vois, l'effet qu'on a eu là, ensemble, au début, tu me voyais comme un détracteur, maintenant tu vois que je suis ton allié, tu vois que je veux t'aider à aller dans le bon sens, bah, imagine qu'on mette ça sur ton projet. Et encore une fois, là, vous ouvrez un boulevard, vous dites, il se dit, OK, voilà, il n'y a plus besoin de montrer quelque part par l'exemple que ce que vous voulez mettre en place fonctionne, c'est qu'il est déjà convaincu. Donc, c'est pour ça. Avant de les forcer, j'ai envie de dire, à mettre en place une démarche d'empathie dans la démarche UX que vous souhaitez mettre dans l'entreprise, commencez par avoir une démarche de vraie empathie avec votre interlocuteur. Donc là, je vous ai beaucoup demandé votre avis. Donc là, si vous me demandez mon avis, la question prioritaire, lorsque vous allez être en contact avec des clients de grands groupes en tant que consultant ESN, la question pour convaincre, ce n'est pas comment faire comprendre l'UX à son interlocuteur, mais plutôt comment identifier la vraie problématique, les vrais objectifs de votre interlocuteur afin d'être en capacité de lui faire réaliser que c'est en mettant en place la démarche UX qu'il arrivera à atteindre ses objectifs. Donc, une fois que vous l'avez convaincu sur ce sujet, vous allez voir, il sera beaucoup plus sensible à ce que vous voudrez lui proposer. Donc, du point de vue de votre interlocuteur, vous passerez de potentiels détracteurs. Donc, encore une fois, la courbe du changement, au début, c'est le choc, hein, c'est le wow, je le vois plutôt comme un envahisseur que comme un allié. Là, vous allez très rapidement passer du potentiel détracteur à un allié vérifié. Donc, il va vouloir aller dans votre sens parce qu'il sait qu'aller dans votre sens, ça va le faire aller, lui, dans son propre sens pour atteindre ses objectifs. OK? Donc, tout ça, déjà, j'espère que ça vous a plu. Je vois qu'il est 48, donc j'avais encore une petite chose à dire, mais voilà, je préfère faire un petit stop ici et ensuite on verra si je peux vous présenter le petit bonus. Donc, en tout cas, à ce stade, merci de votre attention et ça m'intéresserait de connaître votre point de vue là-dessus. Quentin, Pierre, je ne sais pas, peut-être ce que vous m'avez dit, c'était une petite session de questions-réponses. Est-ce que je peux montrer le bonus ou on passe aux questions-réponses? C'est un slide de bonus. Ok, bon, on va peut-être le garder un tout petit peu. En tout cas, merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as présenté. Et effectivement, si vous avez des questions pour en savoir plus sur ces différentes phases d'accompagnement au changement, c'est assez intéressant d'avoir ça en tête. C'est vrai qu'on en a tous à peu près entendu parler et on n'a pas forcément fait le lien avec notre métier. C'est que cette mise en application là, elle se doit d'être faite parce que c'est réellement comme ça que ça se passe. Donc, oui, c'est de l'humain. Avant tout, ça reste de l'humain. Et je le vois, hein, c'est-à-dire que dans toutes les missions que j'ai faites, et quand je dis c'est important d'en être conscient, c'est parce que par défaut, on va aller vers ça. Par défaut, on va aller en conquérant chez un client. On va dire, bah, voilà, moi, j'ai la réponse. Donc, lui, il ne le sait pas, mais je vais l'aider. Mais en fait, cette manière d'approcher les choses est mauvaise. Donc, c'est pour ça que c'est super important de d'abord écouter, même si on vous a vendu comme une superstar et que vous allez révolutionner le monde. Au moment où vous allez être en contact avec votre interlocuteur, prenez le temps d'avoir de l'empathie avec eux et de dire, bah, voilà, je connais le contexte de la mission, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Quels sont tes objectifs? Quelles sont tes problématiques, etc.
Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en tant que freelance potentiellement à partir du moment où on vient à la rencontre d'un client. Enfin, je le vois avec Quentin, on a aussi des pratiques qui nous permettent d'amener un petit peu sur une réflexion de produit, de ce qu'ils font et qui nous est extrêmement important par rapport au reste de notre travail. Et au final, voilà, on engage déjà cette réflexion, cette discussion. On en parlait un petit peu dans la semaine, on parlait aussi de montrer notre bienveillance en tant que UX designer, c'est extrêmement important. Et là, c'est une clé essentielle que tu viens de nous offrir, je pense. Donc là-dessus, est-ce que d'ailleurs, il y a peut-être des étudiants qui pensent aller bosser en ESN à la suite de leur alternance? Ce serait intéressant d'avoir un peu leur avis vis-à-vis de ce que de ce que je viens de dire pour voir un peu le gap qu'ils avaient potentiellement et la peur d'aller à l'encontre d'un client, à la rencontre d'un client plutôt. Certains d'entre vous voulaient bosser en ESN? Je ne vois pas du tout. On a... Après, Ouais. je dirais, c'est justement là aussi où je veux vous apporter, encore une fois, une clé de compréhension. C'est que si vous êtes UX designer dans une entreprise qui vous a embauché, vous êtes déjà dans un terrain conquis. Je ne dis pas conquis au niveau de l'entreprise, hein, mais vous serez déjà dans une équipe qui vous comprend, qui cherche vos compétences et qui va vous accueillir les bras ouverts dans le sens où on sait que tu vas nous aider. Ce n'est pas du tout le cas quand vous êtes en mission, quand vous travaillez pour une ESN et que vous êtes en mission chez un client. Ce n'est pas, c'est pas ce rapport que vous allez avoir avec votre client. Parce que déjà, vous êtes externe. Donc, il n'y a pas ce côté bienvenue, tu fais partie de la famille, on va tous bosser ensemble vers un monde meilleur. Là, déjà, souvent, quand c'est dans des grands groupes, c'est un peu, on vous a mis dans les pattes d'un chef de projet. Lui, ce qu'il a demandé, c'est plus de développeurs et en fait, on lui a mis un mix. Donc déjà, là, attends, moi, je voulais produire plus vite et en fait, on me met un profil que je ne maîtrise pas. Donc tout ça, c'est la réalité des ESN en mission. Et c'est pour ça que c'est important de bien le prendre en considération. Ouais, c'est intéressant, Robin. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir. Le, Toi qui as une expérience du coup en ESN, c'est surtout dans des grands groupes, hein, si j'ai bien compris, c'est ça. Et c'est le cas pour la plupart des ESN. Effectivement, en général, les gens sont déployés plutôt dans des grands groupes. Ce qui est super intéressant d'un point de vue expérience, ça permet de se frotter à ce monde-là et du coup acquérir voilà, un grand nom sur son CV, pouvoir se frotter à ces process-là. Il peut y avoir aussi l'envers de la médaille avec le côté plus processé, plus peut-être parfois politique aussi des grands groupes. Et du coup, apprendre à naviguer là-dedans, c'est aussi un enjeu. Et justement, je fais la boucle avec la conférence de lundi matin avec Jean-Charles, où lui prenait plus le parti, du coup, justement, le point de vue du chef de projet. Comment le chef de projet, quels sont ses besoins et comment il doit évoluer par rapport à l'UX. Et du coup, il nous avait donné des pistes sur qu'est-ce que l'UX doit apporter au chef de projet. Et du coup, ce sera intéressant d'avoir aussi ton avis là-dessus et de savoir, d'après toi, qu'est-ce qui fait une bonne relation entre un PO et du coup PO, parce qu'en général, les grands groupes en France sont plutôt en agile et du coup, il n'y a pas de chef de projet en agile, hein, on a des product owners qui se rapprochent le plus. Et donc, comment on fait pour avoir une relation saine avec un PO, avec son PO ou ses PO sur plusieurs projets à la fois et puis voilà, peut-être les pièges à éviter, enfin, ton retour d'expérience là-dessus. Oui, justement, c'est un peu le fait d'écouter, c'est très important parce qu'on peut avoir ces a priori sur le besoin de notre interlocuteur. Donc, si je prends un chef de projet, on peut se dire, le chef de projet, il attend de moi que je fasse ça. Il attend de moi que je lui apporte ça. Donc ça, il y a deux approches. Soit on se dit, voilà, bonjour chef de projet, donc voilà, je suis designer, donc moi je suis arrivé dans cette mission avec comme rôle principal de faire ça. Est-ce que ça correspond à tes attentes? Donc ça, c'est une première approche. Et l'autre approche, c'est un peu celle que je privilégierais, c'est-à-dire que voilà, j'arrive dans cette mission, donc on va travailler ensemble. Donc mon rôle, c'est designer, donc voilà, je m'occupe de la conception de produit. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est toi, quels sont tes objectifs? Quelles sont tes problématiques? Et ensuite, c'est à moi de voir, avec ma palette de compétences, comment je peux répondre à ton besoin à toi. Pour qu'encore une fois, dès le début, ils ne se disent pas, cette personne, on me l'a imposée, mais qu'ils voient plutôt comme un outil possible d'activation, c'est-à-dire, OK, donc en fait, je vois que cette personne déjà est ouverte,
elle s'intéresse à moi. Donc, déjà, une prise de considération, c'est super important. Et en fait, le chef de projet, il a dit, bah, voilà, moi, mon objectif, c'est que les développements soient faits en temps et en heure. Et donc, pour ça, moi, j'avais demandé plus de dev, mais en fait, c'est toi qu'on m'a apporté. Donc, comment tu peux m'aider dans cette problématique-là? OK, bah, déjà, montre-moi comment vous êtes organisé, quelles sont les différentes étapes entre le moment où il y a une expression de besoin et le moment où il y a la livraison du produit, de la fonctionnalité. Et donc, c'est un peu une mix-map quelque part. Hein. C'est un peu l'expérience du chef de projet, ou en tout cas de la vie de la fonctionnalité. Et à ce moment-là, soit on peut récolter ces entre guillemets, a priori. Donc, OK, sur ces étapes, sur ce flow, selon toi, où se trouvent les problèmes? Pour moi, c'est là, etc. Ben, écoute, OK, très bien, merci de m'avoir montré ça. Est-ce que tu me permets d'aller voir les équipes en place pour leur poser la même question? Et ensuite, on fera une consolidation, on verra ensemble, voilà, déjà si vous avez identifié les mêmes problèmes. Et ensuite, une fois qu'on aura, collecté tous les problèmes des personnes qui travaillent sur le projet, on sera en mesure de prioriser cette matière et ensuite de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'améliorer le processus actuel pour répondre à ton besoin. Tu vois? Et en plus, déjà, ça montre que si lui s'attendait à ce qu'un UX designer fasse des maquettes, il va se dire, en fait, je ne fais pas de maquettes. Et après, tu pourras lui dire, bah, s'il y a besoin, je peux faire des maquettes. Mais moi, mon but, c'est de t'aider dans ta démarche, c'est de te faciliter les choses. Donc, si tu m'avais dit que ton problème, c'est qu'il faut des maquettes, ben, on aurait commencé par les maquettes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment adapter son discours en fonction du besoin réel de ton interlocuteur. Et pas venir avec ça, c'est un peu le travers que je vois souvent, avec un design process, tu vois, une espèce de plan sur 3 à 5 ans, allez, bim, voilà, je te mets ça, toutes les fonctionnalités, elles vont passer par telle et telle étape, ça va telle et telle personne qui vont faire telle et telle chose. Tout ça, ça fonctionne si vous arrivez sur une feuille blanche. Si vous arrivez dans une équipe qui n'a pas de process, déjà dans une équipe où les gens n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, où il y a tout à faire. Mais la réalité, c'est que très souvent, encore une fois, surtout dans les grands groupes, hein, vous allez arriver dans des organisations qui sont déjà en place et qui sont solides, quoi. C'est-à-dire que voilà, elles sont imposées par le groupe, elles sont imposées par l'entreprise. Et donc, vous arrivez avec votre super schéma design process et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Ben, on va faire ton schéma, tu sais où, voilà, tiens, voilà. Toi, tu vas t'asseoir sur le banc à côté, là, et si on a besoin de toi, on t'appelle. Voilà. Donc, à vous, en tant que consultant, de voir quelle position vous voulez prendre. Est-ce que vous voulez imposer, au final, vous retrouver sur le banc de touche, ou est-ce que vous voulez vous adapter et faire partie de l'équipe et petit à petit, les amener vers là où vous voulez, vers plus de UX, vers plus de prise en considération de l'utilisateur, de tests, de feedback, etc. Ouais, exactement. Je me permets de compléter et d'ajouter quelque chose en plus qui est vraiment dans le même sens. C'est le rôle du designer, du UX designer qui est garant d'un certain process dans une équipe. Et ça, c'est vrai pour tous les types de boîtes. Hein. Nous, on travaille avec des startups, on travaille avec des PME, des grands groupes. Et c'est toujours le cas. C'est non pas de faire rentrer le client dans le design process, c'est-à-dire faire rentrer au chausse-pied un client qui a ses propres process, ses propres convictions dans un design process que vous connaissez parce que ça vous rassure. Mais il faut arriver à écouter et comprendre effectivement le client, le commanditaire, pour réussir à lui proposer une version remodelée, parfois allégée et plus efficace aussi, sans doute, d'un design process ou d'un bout de design process qui lui permet d'arriver à l'objectif que lui a fixé. Et ça, c'est vraiment super important parce que il y a nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux biais possibles par rapport à ça. La première chose, c'est le jeune UX designer qui va arriver et qui va quelque part camper sur son design process parce que ça le rassure, parce qu'il le connaît, parce qu'il l'a déjà éprouvé souvent en formation. Il se rend compte que ça marche et il a envie de l'appliquer, ce qui est une super posture en soi, mais qui oublie justement ce que tu disais, Robin, et à très, très juste titre, qu'il y a cette phase d'écoute qui est extrêmement importante. Et ça, c'est vraiment je pense que c'est la qualité première de tout UX designer. C'est vraiment cette capacité à écouter et du coup à écouter effectivement tout le monde. Noémie parlait même de s'écouter soi-même, ce qui est aussi sans doute extrêmement important. Mais bon, là, c'est une petite digression. Et donc voilà. Et effectivement, ça, c'est le premier biais. Et on constate aussi, et nous, on l'a vu avec Pierre dans des projets aussi où on était avec des équipes, peut-être des plus grands groupes, avec des grosses équipes,
où on a aussi des personnes qui parfois ont une très solide expérience, voire très, très solide expérience, et qui finalement ne vont pas avoir cette bienveillance vis-à-vis du projet, ou peut-être pas suffisamment, parce qu'ils vont avoir une posture un peu de sachant en termes de design process, en termes de ce qu'il faut faire pour faire bien, en gros. Et du coup, ils vont essayer de l'imposer aux autres et ils vont finalement être un peu à rebrousse-poil du sens dans lequel va le projet et de la direction dans laquelle toute l'équipe essaie d'aller. Alors évidemment, parfois on fait des erreurs, on avance en marchant, mais il faut vraiment essayer de suivre cette direction-là, de suivre ce flow. Et on est avec une équipe, on travaille avec eux et nous, on leur apporte les compétences pour aller tous ensemble dans l'objectif qui a été prévu. Et donc, vraiment éviter de prendre cette posture qui peut être aussi une posture de facilité, de se raccrocher à la méthode, de se dire non, moi je sais ce qu'il faut faire, moi je connais la méthode, et de toute façon, tous des cons, etc. Surtout éviter de rentrer là-dedans. Et effectivement, après, comment je soulignerais aussi tout ce qu'on se dit, c'est que quelque part, les erreurs que j'essaye de vous éviter de faire, je les ai faites. C'est-à-dire que je suis arrivé en conquérant, en disant non, mais vous ne comprenez rien, lui, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça que vous avez gagné des millions de dollars. Ce que vous faites là, c'est archaïque, ça ne marche pas. Et donc, en fait, ça, c'est un peu une méthode à l'ancienne, c'est un peu une rupture. C'est ça. Là, ce n'est pas du changement qu'on veut leur. C'est pas proposé qu'on veut leur imposer, c'est une rupture. C'est hier, vous faisiez ça. Aujourd'hui, grâce à moi, vous allez faire comme ça. Et vous ne discutez pas. Et en fait, cette rupture, elle n'a jamais lieu. Soit vous devez parler vraiment au top manager ou au top CEO, top ce que vous voulez, qui lui a le pouvoir d'imposer les choses. Mais en général, ça n'arrive jamais comme ça. En général, si vous avez une stratégie de rupture, c'est vous qui allez subir la rupture. C'est vous Donc voilà, donc c'est pour ça, au lieu d'une stratégie de rupture, si on parle de changement, dans le changement, ce qui fonctionne, c'est le petit pas. C'est étape par étape. D'ailleurs, je rebondis parce que je vois une question là. Comment adapter des méthodes et des approches aux clients et ne pas non plus perdre en rigueur méthodologique? Mais en fait, ce qu'il faut mettre en place, c'est cette stratégie du petit pas. Donc, au mieux, vous vous faites une roadmap, donc une feuille de route sur l'état de l'art, de la stratégie X que vous voulez mettre dans l'entreprise. Mais ensuite, vous faites un rétro-pédalage en regardant quelle est la première étape que je dois faire pour, au final, dans 2 ans, atteindre l'état de l'art de la stratégie. Et donc, en faisant ces petits pas, c'est là où vous allez, 1, gagner la confiance des équipes, 2, vous gagner en confiance sur votre capacité à apporter des méthodes qui fonctionnent, et 3, vous n'allez pas recevoir justement le retour de bâton en y allant un peu trop fort. C'est-à-dire que le petit pas, si je vous donne des exemples très concrets, c'est que quand vous voulez mettre en place donc, cette stratégie X, vous allez dire, voilà, il faut commencer par une phase d'empathie, il faut aller en observation sur le terrain, etc. Là, si la personne n'est pas prête à entendre ça, elle va vous dire non. Soit elle va vous dire non de manière concrète, verbalisée, c'est-à-dire non, ou soit ils vont le faire un peu, écoute, on n'a pas le temps, on a d'autres priorités, etc. Mais la réponse, c'est quoi? C'est non. Donc, au lieu de faire ça, allez dans leur sens, c'est-à-dire aidez-les à sécuriser leur projet. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer par une phase d'observation, ce qu'on aimerait tous, bien sûr, parce que c'est la première étape, mais en fait, allez dans l'autre sens et vous dites, OK, donc, quel est le risque pour eux de se tromper? Et à quel moment je peux les aider de manière la plus efficace possible pour leur éviter de se tromper? Donc, en général, c'est des tests utilisateurs. C'est des tests utilisateurs qu'on va faire une fois que leur produit est fini, mais on va leur dire, attendez, moi, ce que je vous propose, au lieu de juste de faire la conception et de l'envoyer en développement, je vous propose juste de faire un temps de pause. On va prendre un peu de temps pour maqueter votre idée de solution et la mettre en face de vos vrais utilisateurs. Vous allez me donner les objectifs qui est censé remplir cette fonctionnalité ou ce produit, et on va évaluer si la solution que vous proposez, aux yeux des vrais utilisateurs, permet d'atteindre les objectifs. Okay? Si on se rend compte que tout est bon, pas de souci, on va mettre en développement. Par contre, si on voit qu'il y a des choses à améliorer, faut qu'on se laisse quand même la latitude pour pouvoir le faire. Donc, cette approche-là est beaucoup moins intrusive dans même si elle est comme intrusive, mais elle est beaucoup plus facile à accepter pour votre interlocuteur que chambouler tout son planning en disant « Ah non, mais on ne va pas travailler sur la conception d'une feature alors qu'on n'a pas observé sur le terrain. » Là, vous vous tirez, ce n'est pas une balle dans le pied, c'est un coup de bazooka. Et après, ça crée des frustrations si vous dites « Mais ils ne comprennent rien, ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. » Donc voilà.
petit pas par petit pas et commencer par quel est le plus petit pas que je peux faire pour l'aider, donc mon interlocuteur, afin de sécuriser au mieux son projet, ce qu'il essaie de construire, quoi. Et ensuite, une fois qu'il aura vu, il se dira « Ah, ben en fait, ce que tu m'as proposé, c'est super, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est génial. » Et là, vous pourrez lui dire « Écoute, tu sais quoi? On peut mettre aussi autre chose en place qui va encore plus sécuriser ton projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » C'est ça qui va vous permettre, in fine, d'atteindre votre objectif de stratégie du X à l'état de l'art. Et méfiez-vous en tant que UX quand vous proposez, vous parlez d'un sujet, vous évoquez un sujet qui a peut-être été oublié ou quoi dans un projet à votre chef de projet et qui vous répond ah bah fais-moi une proposition ou ah bah fais-moi une maquette et puis tu vas voir et puis on verra, on en parlera. Faites attention parce que ça c'est un piège. Ça veut dire qu'en gros, il vous dit ok, bosse là-dessus, pendant que tu es occupé à ça, tu ne vas pas continuer à me casser les pieds avec ta demande, là, avec ton sujet. Et quand tu reviendras avec ton sujet, on le regardera et puis on dira plus le nom et puis on avancera. Donc, méfiez-vous, c'est vraiment la posture, c'est vraiment pas celle-ci qu'il faut avoir avec quelqu'un qui est comme un chef de projet qui a besoin de faire confiance à ses équipes. Lui, il est tiers de confiance, il a besoin d'articuler tout le monde, mais il n'a pas de hiérarchie, il n'a pas de lien hiérarchique, donc il ne peut pas imposer. C'est une position qui est extrêmement difficile et il faut absolument l'aider en apportant effectivement son expertise au service des enjeux du projet que porte le chef de projet, puisque c'est son rôle. Une toute petite digression par rapport à ça. Comment tu te sers de cette plus-value dans ton travail et de la relation que tu as avec tes clients? Parce que c'était quelque chose qu'on entendait hier. Noémie nous disait, en fait, les UX, on ne vous attend pas sur la conduite du changement, et cet accompagnement, c'est quelque chose qui est vraiment annexe. Et puis en plus, quand on comprend qu'en fait vos méthodes vont permettre, en plus d'accentuer ça, ça va être génial, mais on ne vous attend pas là-dessus. Comment tu mets ça en avant dans ton expertise à toi en tant que, on va dire, designer au sens large? Alors, c'est une très bonne question. Et donc là, il faut prendre aussi en considération tout le contexte réel de la mission, hein, dans quel contexte réel se trouve l'entreprise. Et là, si je prends mon client actuel, c'est qu'il y a une cellule de coach agile. Et donc, si on parle de changement, logiquement, qui prend le rôle d'accompagnateur de changement? Logiquement, c'est le coach agile, parce que c'est lui qui va proposer justement le changement de méthode, il va expliquer pourquoi c'est bien, etc. Il va accompagner les équipes dans ce changement. Donc là, il y a une autre question. C'est est-ce que la cellule de coach agile intègre dans leur compréhension l'apport de l'UX? Et donc là, déjà, ça dépend de la réponse. Mais quelque part, si dans le cadre de votre mission, vous avez des personnes qui ont plus de légitimité à porter cette casquette de capitaine ou d'accompagnateur du changement, il faut entrer en relation avec eux. Et c'est eux qui deviennent en fait votre interlocuteur, à savoir quelle est ta problématique, comment je peux t'aider, nanana, nanana. Donc en fait, d'ailleurs, quand je vous dis ça, ça a l'air très simple, hein, mais en réalité, ça prend énormément de temps. Mais c'est ça, c'est-à-dire que pareil, le coach agile, quand il va voir venir l'UX designer, il va se dire, c'est quoi, qui est cette personne? Qu'est-ce qu'il veut apporter Déjà, est-ce que c'est un détracteur, encore une fois, ou est-ce que c'est un allié? Ça, c'est toujours la première question qu'on se pose. Quand on voit quelqu'un arriver dans l'équipe, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est quoi? C'est un allié ou c'est un détracteur? Il va dans mon sens ou il va à l'inverse de mon sens? Et en fait, en fonction des différentes choses que vous allez leur donner, hein, que ce soit les discussions que vous allez avoir avec eux ou les process que vous voulez mettre en place, quoi que ce soit, la balance, elle va pencher d'un côté ou dans un autre. Donc, par rapport à ça, si vous êtes dans un contexte où il y a un coach agile qui porte la casquette de l'accompagnateur du changement, moi, ce que je préconise, c'est d'aller les voir, de leur expliquer déjà, eux, quelle est la démarche qu'ils veulent mettre en place, leur dire quelle est notre métier, hein, en temps normal. Voilà, notre métier, c'est ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va intégrer l'UX dans le changement, dans votre proposition d'accompagnement du changement, pour qu'en fait, on fasse un package qui plaise à tout le monde. Parce que eux, en général, les coachs agiles, ils ont dans leur tête, leur principal objectif, c'est faire un produit qui fonctionne et quelque part qui réponde à un besoin utilisateur. Okay?
Sauf que quand tu leur poses la question, comment tu sais que ton besoin utilisateur est avéré? Beaucoup de coachs diront, c'est l'expression de besoin du métier. C'est eux qui portent cette responsabilité. Nous, on a envie de leur dire à ce moment-là, écoutez, nous, on peut vous aider à valider que le besoin exprimé par le métier est effectivement avéré sur le terrain et c'est effectivement ce que les utilisateurs attendent. Donc là, ça crée une chaîne de valeur au lieu de juste de prendre, en général, les coachs agiles, ils sont très sur la partie DSI. Ils vont aider la DSI à reformuler l'expression de besoin métier en expression de besoin métier orienté utilisateur. Mais ils ne vont pas aller challenger le métier pour savoir si le besoin exprimé est vraiment un besoin réel du terrain. Donc, c'est là où on va pouvoir apporter quelque chose. Ok, ouais, c'est très clair. C'est intéressant d'avoir cette structure-là. Et là, c'est dans la plupart des expériences que tu as eues, il y avait vraiment toujours ce fonctionnement et toujours cette agilité qui était présente. Et au final, tu avais un interlocuteur qui était sensible à ça. Ça, c'est intéressant. C'est une vraie particularité de l'ESN qui fait. Parce que souvent, c'est ça aussi la particularité de l'ESN, c'est qu'ils ont des budgets. Ils ont beaucoup plus de budget que des petites, moyennes entreprises, voire des entreprises intermédiaires. Mais par contre, ils ont quelques difficultés, on va dire ça comme ça, à bien investir ce budget. Donc, en gros, ils vont prendre des équipes, ils vont dire, c'est bon, on a les membres des équipes, on a des joueurs, on a des bons joueurs partout, mais ils ne vont pas vraiment se soucier de comment les joueurs vont parler entre eux pour qu'au final, le travail soit bien réalisé et du mieux qu'on peut avec toutes les personnes qu'on a. Donc, en fait, c'est un peu le problème. Et j'ai envie de dire, ce problème de l'ESN ne se retrouve pas chez les plus petits clients. Parce qu'en général, l'UX va arriver et tout ce qu'il aura apporté, parce que j'ai aussi fait des missions dans des plus petites structures, et dans ces missions-là, ils étaient tout oui. Ils étaient là, vas-y, donne. Ils étaient là, donne-nous tout le savoir que tu peux. Vas-y, envoie, que ce soit de l'agile, que ce soit de la conduite de changement, que ce soit tout ce que tu veux. Ils sont beaucoup demandeurs. Eux, ils ne sont pas dans le statu quo. Parce que eux, en général, sont beaucoup plus sensibles aux lois du marché. Ils savent que toute la matière que tu pourras leur apporter, il y a toujours quelque chose d'utile qu'ils pourront transformer pour améliorer leurs produits. Alors que dans les ESN, les équipes projets, c'est l'inverse. Ils sont plus dans le comment faire en sorte pour garder cette bulle de notre équipe où on a quelque part, je ne sais pas comment dire, c'est notre espace de liberté. Tu vois. C'est un peu ça. Eux, ils sont dans c'est un peu ce que je disais avant. Avant, c'était le métier qui exprimait le besoin et la DSI qui le construisait. Ça, c'était leur espace d'expression. Donc, nous, on va chambouler ça. Et donc, dans les ESN, ils sont plus à se dire, OK, attends, je veux bien qu'on aille dans la bonne direction, qu'on aille vers le changement, mais moi, je ne veux pas perdre en pouvoir quelque part. Tu vois, je veux garder je n'ai pas le bon terme là, mais ma zone son rôle, sa position. Voilà, c'est ça. Ça, c'est. Enfin, mon expérience dans les ESN m'a permis aussi de voir ça et c'est vrai que c'est très stimulant parce qu'à partir du moment où on sait de quelle manière on va apporter une piste de changement qui va être bénéfique pour le projet, mais aussi pour notre qualité de travail. Et moi qui adore faire de la recherche utilisateur, par exemple, quand j'ai vu que je pouvais ouvrir des portes et puis surtout avoir du budget, et vis-à-vis de ça, c'est vrai que c'est une vraie qualité de style de vie professionnelle qu'on peut avoir. Et vraiment, si vous hésitez, je voyais certaines personnes qui avaient peur de partir en ESN et donc d'aller dans des grandes structures comme ça. Voyez ça comme étant un énorme bon côté, car c'est rare d'avoir cette liberté et surtout que bon, après, ça dépend de la posture de chacun, mais moi, en tant que SN, je pouvais un peu challenger l'entreprise dans laquelle on était. Alors qu'en interne, c'est toujours un peu difficile. On sait qu'il y a des relations assez politisées, on est là pour longtemps. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Alors que quand on est voilà, extérieur à tout ça, on peut jouer un tout petit peu plus cette corde-là. Et ça permet d'aller plus vite sur ça. Et Nathalie, tu me disais de parler des prérogatives. Ah, c'est le terme que je cherchais, prérogative. Ouais, je crois. Oui, je pense que c'est ça, c'était peut-être le terme. C'est les prérogatives, effectivement, de chacun dans son précaré. Ouais.
Mais effectivement, ouais, après, la stratégie que tu exposes là, c'est effectivement une stratégie justement plutôt un peu de rupture. C'est-à-dire que là, tu arrives, voilà, moi je vous propose ça, vous prenez ou vous laissez. Ça, c'est une stratégie aussi, hein, des fois qui peut marcher. Mais en tout cas, de mon expérience, dans des grands groupes, vraiment des gros groupes, bah, celle-ci, elle ne marche pas toujours, voire pas souvent. Et après, si ça a marché pour toi, peut-être tu as plus de charisme, peut-être tu as plus imposé le truc, je ne sais pas. Mais... Il a fallu du temps, hein, mais une fois que le projet avait confiance et que aussi la direction dans laquelle j'étais avait confiance oui, c'est ça. qu'on puisse chambouler les choses, bah, derrière c'est beau parce qu'on voit que tout se met un peu en Oui, place. oui. C'est un petit théâtre qui commence à bouger en voyant ça un peu d'un œil externe. Hein, c'est ça. Une fois que tu as convaincu, une fois qu'on te voit comme un allié et qu'on sait que ce que tu vas apporter, ça va aller dans leur sens, là, en général, on t'ouvre plus la voie. Là, c'est plus vas-y. Ouais. Et alors, encore une petite question un tout petit peu annexe, mais ça rebondit un peu sur ce que Nathalie dit. Là. En ESN, vous êtes aussi en droit de demander de sortir d'un projet. Toi, ta conduite du changement personnel dans ta carrière vis-à-vis de ça, du fait d'être injecté dans un projet et de se dire, à un moment, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai envie d'aller voir peut-être autre chose ou de partir dans un autre domaine. C'est une question assez personnelle. Hein. Comment tu te vois par rapport à ça Alors, donc effectivement, déjà pour répondre à la question, c'est oui, on est en droit de demander une sortie de mission. Après, effectivement, comme tu as dit, là c'est plus mon point de vue personnel, c'est-à-dire que par rapport à la mission dans laquelle je suis, là ça va faire 2 ans que je suis dans la mission, c'est ma mission la plus longue. Et là, ça va être très intéressant ce que je vais dire. C'est la mission la plus longue dans laquelle, enfin, comment dire, pour laquelle j'ai jamais. Avant, on va dire, j'étais beaucoup plus efficace parce que j'étais sur des missions beaucoup plus courtes. Donc, ça allait de 3 mois, 6 mois, voire 8, 1 an. En général, c'était un an, il y en a peut-être une à 1 an et demi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a resté des missions courtes sur lesquelles j'étais attendu. Donc, en gros, il y avait vraiment un brief établi et on attendait de moi que je produise des choses, que je produise soit de la valeur, soit que je produise des maquettes ou quoi que ce soit, des accompagnements, des tests, bref. Sauf que là, dans cette mission-là, je suis arrivé un peu comme si j'étais arrivé en interne, mais tout en étant externe. C'est-à-dire que tu es en interne pour les avantages, mais tu es en externe aussi pour les avantages. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais là, une ressource disponible, mais quelque part, il n'y avait pas d'attente très précise par rapport à ce que je pouvais apporter au projet. Okay. Et donc, une expertise en fait, sous la main, ouais. Oui, enfin, ils m'ont, voilà, l'IDUX, quand je leur explique, ils comprennent, dans le sens, ils comprennent à peu près la théorie de la chose, mais dans leur application concrète du projet, ils étaient là à dire, bon, bah, on n'a pas vraiment besoin, quoi. Il est là parce que si jamais on a des questions, il peut répondre, voilà. En tout cas, ça revient à ce que je montrais, c'est que dès le début, j'ai proposé une stratégie globale et on m'a fait « Ah ouais, c'est intéressant. » Et petit à petit, en fait, c'est le sujet, même si je le remettais à chaque fois sur le devant de la scène, petit à petit, on me dit « Ah, mais écoute, non, parce que ça ne marche pas. » Bref, la stratégie globale n'a pas été mise en place. Et donc, petit à petit, ça m'a relégué un peu sur le banc de touche. Et c'est là aussi où je vous dis que ma deuxième stratégie, c'était justement de revenir avec ce petit pas. Ça, au lieu de dire, bah, voilà, vous vous souvenez de toute la stratégie, j'ai dit, bah, voilà, ce qu'on peut faire là, le petit pas, c'est ça. Et il faut, ah ouais, mais ça marche super bien, etc. Et ensuite, je leur dis, bah, vous voyez, ça marche bien. Vous voulez mettre autre chose en place? Ah bah oui, on peut mettre autre chose en place. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça le cheminement. Donc, pour résumer, avant, j'avais des missions courtes sur lesquelles j'étais attendu et auxquelles il fallait que je donne un résultat. Et à chaque fois, le résultat était là. Sur cette mission qui fait maintenant 2 ans, j'avais pas. Donc, il y avait le brief théorique, mais dans la pratique, dans l'équipe projet dans laquelle je suis arrivé, au final, ils n'étaient pas prêts à mettre en pratique la théorie. Donc, petit à petit, j'ai tenté l'approche un peu brutale, ça va marcher, et là, je m'adapte. Et pourquoi je suis resté dans la mission autant de temps? Ça, c'est personnel, c'est parce que j'ai voulu travailler ma persévérance.
Parce qu'avant, j'étais sur des missions beaucoup plus courtes parce que j'avais ce côté un peu commando pompier. J'arrive, bam, on fait les choses et on repart. Et là, j'avais envie de voir quelle était la transformation, on va dire, plus ancrée, en fait, que je pouvais apporter dans un groupe, dans un aussi gros groupe. Parce que là, c'est vraiment énorme. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Il y a vraiment ce côté de persévérance aussi et de se Ah ouais, là, challenger soi-même. Et en fait, la dynamique interpersonnelle qu'il peut y avoir dans un grand groupe, enfin, dans ce grand groupe-là, chez mon client actuel, c'est la première fois que je le vois. Et ça m'a demandé aussi une grosse force d'adaptation. Parce que le modèle est complètement différent de ce que j'avais connu avant. Parce que c'est différent de tes missions à toi, mais il y a le côté aussi des collègues de l'ESN avec qui Ouais. tu rencontres de temps en temps. Ça, c'est peut-être des sujets un peu spécifiques à aborder, des manières de travailler, des manières de mettre en place des projets. Ça, c'est quelque chose du coup que tu n'avais jamais rencontré, qui est très particulier par rapport à l'entreprise dans laquelle tu es actuellement. On va dire la culture d'entreprise que je rencontre actuellement est très spécifique. Ok. Je ne peux pas citer le client, mais c'est très spécifique. Et c'est ça qui m'a demandé beaucoup d'adaptation et qui m'a poussé à travailler ma persévérance. Parce que en fait, je suis arrivé dans un univers tellement à l'inverse de ce que j'avais l'habitude de rencontrer que j'ai tout de suite le réflexe de dire oh non, ça ne va jamais marcher, donc autant partir tout de suite. Autant me dire je vais faire une mission sur laquelle on m'attend vraiment et sur laquelle je pourrais apporter quelque chose. Et en fait, après, je me suis posé la question, je me suis dit attends, mais justement, il y a des choses à apprendre là aussi. Surtout justement les dynamiques interpersonnelles, la politique en entreprise, comment on peut arriver dans un environnement peu propice et au final réussir quand même à proposer des choses qui vont à la fois dans mon sens, mais aussi dans le sens du projet pour lequel je travaille. Et ça, il n'y a pas d'autre possibilité, il faut être persévérant. Parce que si en fait on part à chaque fois qu'on voit cette difficulté de l'environnement non propice, on atterrira toujours dans des environnements propices parce qu'on va privilégier ça. Et moi, j'avais envie d'avoir cette expérience de l'environnement non propice et voir comment, petit à petit, on pouvait insuffler l'esprit UX dans ces grosses boîtes, ces gros mammouths qui ont du mal à se déplacer. Ouais. Ok, super intéressant. Je vois l'heure qui tourne, j'ai envie de découvrir ton bonus que tu nous as teasé avant qu'il soit trop tard. Je pense que je suis pas le seul. Alors, donc effectivement, tout ça, parce que voilà, le thème, c'était un peu pour comment convaincre. Et donc, voilà, le petit bonus que je voulais vous donner, c'était quelques éléments aussi à mettre en place dans le cadre de cet accompagnement du client avec une posture consultant ESN. Donc, une fois qu'on a fait cette partie d'écoute, donc vraiment compris les desiderata profonds de vos interlocuteurs, après, il va falloir clarifier les objectifs, les rôles et objectifs de l'équipe. Et ça aussi, c'est super important. Parce qu'à chaque fois, quand vous arrivez dans une mission, on vous file des docs, on file des documents où, encore une fois, la théorie. La théorie, c'est qu'un tel, il a ce rôle, un tel, il a ce rôle, un tel, il a ce rôle. Donc, en fait, là, ce que je vous conseille réellement, c'est de comprendre les relations interpersonnelles entre les gens et déjà essayer de comprendre si les gens savent ce que font les autres. Parce que ça c'est assez fou, mais c'est réel. C'est que vous pouvez vous retrouver dans une salle avec 20 personnes et il y a de grandes chances que beaucoup ne savent pas ce que font les autres. Mais tout le monde écoute la même personne parler. Donc, c'est pour ça. Donc, quelque part, si vous voulez une cohésion d'équipe, allez regarder l'état de l'art, dans le sens comment fonctionnent les gens entre eux. Et ensuite, donner cette visibilité aussi à la personne qui vous a engagé, votre sponsor. Dites, toi, ta théorie, c'est ça, mais la réalité, ça se passe comme ça. Donc déjà, est-ce qu'on peut travailler quelque chose ou pas? Parce que des fois, il y a beaucoup de tort qui vient de l'organisation, qui vient de l'incompréhension qu'il peut y avoir entre différentes personnes, différents métiers. Ensuite, établir une feuille de route étape par étape. Donc ça, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, une fois que vous avez vu le contexte dans lequel vous arrivez, fixez-vous un objectif. Vous dites, voilà, moi, je veux amener cette équipe à ce niveau de maturité UX, par exemple, si on reparle de la courbe de l'échelle de maturité du NNJ Group. Vous dites, moi, mon rôle, mon objectif personnel, c'est d'amener cette équipe au niveau 4, s'ils sont au niveau 3. Donc ensuite, vous allez analyser qu'est-ce que c'est d'être au niveau 4 et qu'est-ce que c'est d'être au niveau 3.
Et ensuite, vous allez compléter les cases entre les deux points. Et ensuite, vous allez dire, OK, donc pour entamer ce voyage, quelle est la première étape que je peux proposer qui a des grandes chances d'être acceptée par l'équipe? Et donc, c'est là où vous allez vous constituer petit à petit votre feuille de route. Ensuite, mesurer l'atteinte de l'objectif et s'adapter au contexte réel. Donc là, pareil, vous avez mis en place votre première étape, mais vous allez vous dire, OK, donc comment je sais si j'ai réussi à atteindre mon objectif de ma première étape? Donc là, vous allez proposer de mesurer l'atteinte de l'objectif. Vous allez dire à votre équipe, voilà, moi je vous propose ça. Et pour savoir si le ça est utile, je vous propose de mesurer. Et en mesurant, on verra si c'est vraiment utile ou pas. Donc, bien sûr, gardez en tête que c'est une première mesure, donc c'est un peu à la louche. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas l'objectif ou si vous le surpassez, ce n'est pas grave. C'est un premier test, donc c'est après que vous allez pouvoir ajuster. Et c'est pour ça qu'une fois que vous avez fait ce premier test, vous pourrez vous adapter au contexte réel. Donc, soit surélever l'objectif, soit le rabaisser. Ensuite, créer un espace de discussion. Ça, c'est super important parce que ça, pareil, ça n'existe pas. Surtout dans l'ère du télétravail, toutes les conférences, etc., qu'on va avoir avec nos collègues, ça va surtout être porté sur le travail. Ça va surtout être sur la mission, ça va surtout être sur le produit à construire ou les problématiques liées à un sujet très spécifique dans la mission. Par contre, il y a très peu d'espace de discussion où en fait, on se dit, voilà, on se donne, je ne sais pas moi, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, un espace, 1 heure, où on discute de tout et de rien. Avec bien sûr, en tâche de fond, un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de révéler un peu les frustrations qui peuvent se créer pendant la semaine, parce que voilà, on est tous humains, on a tous des contextes différents, et le télétravail, tout le monde ne supporte pas de la même manière. Et aussi remonter tout ce qui est potentielle piste de problèmes interpersonnels. Voilà, moi j'ai envoyé, je sais pas moi, ce mail très important à ce collègue-là, il ne m'a pas répondu, donc c'est à ce moment-là où les choses peuvent se dire. Voilà, Bobby, je t'ai envoyé un mail, c'était super important, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi? Parce que... Ensuite, mettre en place une stratégie pour éviter que ça se reproduise, pour éviter que ça ne se reproduise plus. Et ensuite, ça aussi, et ça c'est un drame en France, célébrer les victoires. Mais c'est super important. Ça, parce que moi, j'ai une expérience aussi un peu internationale. Et dans le sens où, voilà, quand vous faites des travaux qui vous plaisent, vous êtes fiers, vous avez travaillé avec une équipe qui forcément n'était pas constituée de champions à la base, mais vous avez réussi à les amener à l'endroit où vous vouliez, mais célébrer les victoires. Ça peut être tout bête, ça peut être vous applaudir, ça peut vous faire des chèques, aller boire une bière, n'importe, mais célébrer les victoires. C'est ça qui va vous créer des liens. Et ça, c'est super important aussi, créer des liens à travers tous les membres de l'équipe. C'est là où vous avez gagné en volonté de travailler avec les autres, c'est là où vous allez gagner en confiance, c'est là où vous allez gagner en fluidité d'échange avec tout le monde. C'est ça, c'est en célébrant les victoires et en minimisant aussi les échecs. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez avoir un échec que vous allez taper sur la tête de celui ou décapiter le fautif. Vous allez lui dire, voilà, ça arrive, on est tous humains, l'erreur est humaine. Et à ce moment-là, il faut juste mettre en place, encore une fois, une stratégie qui empêche le problème de revenir. Et tout ça, pour finir, ce n'est possible que dans un climat de confiance. Et ça aussi, c'est super important. Tout ce que je vous dis là, c'est uniquement possible dans un climat de confiance. Et donc ça, en tant que consultant externe, vous ne pouvez pas l'apporter. Vous ne pouvez que inciter votre interlocuteur à créer cet espace. Mais c'est super important parce que dans des grands groupes, en général, on est plus dans une culture d'entreprise où il faut faire des choses irréprochables, en tout cas sur le papier. Et si ce n'est pas le cas, on vous tape sur la tête. Donc, si vous êtes dans un environnement de ce type-là, jamais de la vie, vous allez pouvoir créer un espace de discussion, clarifier les rôles, etc. Parce que tout le monde sera en mode il faut que je me cache parce que je n'ai pas envie de me prendre un coup sur la tête. Donc, en fait, c'est là le rôle, on va dire, un peu officieux du consultant externe. C'est si vous arrivez dans un environnement auquel vous ne vous attendez pas, eh bien, essayez d'inciter votre interlocuteur à mettre en place cet environnement. Donc, si vous arrivez dans un environnement qui n'est pas de confiance, faites prendre conscience à votre interlocuteur que pour mettre en place tout ce cercle vertueux, quelque part, il faut commencer par une chose, c'est créer un climat de confiance. Rassurez les gens. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Le principal, c'est de ne pas les reproduire. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez me le dire, même si moi, ce que je veux, c'est votre bien-être. Et ça, c'est super important.
Voilà. Merci, c'est extrêmement intéressant de remettre une couche là-dessus et de donner une feuille de route. On en a eu une hier qui complète aussi pas mal ce que tu as dit. Donc c'est top. Je pense que là, pour vous tous, vous devez avoir une vision assez claire de comment changer les choses, comment aborder quelque chose qu'on laisse un peu à la légère. Mais là, comme tu l'as très bien dit aujourd'hui, c'est ça qui fait le cœur de la possibilité de mener tes actions, de mener ton projet à la réussite et d'aller boire des coups pour célébrer des victoires. Ah oui, Très c'est ça. important. On est tous humains, hein, malgré. Enfin, dans le monde professionnel, on garde nos envies voilà, de célébrer, hein, c'est ça, de passer des bons moments Mm. avec les gens. Et je pense aussi, c'est un peu ça que les méthodes UX apportent, c'est de montrer qu'on peut traiter des sujets, mais de manière, entre guillemets, fun. C'est-à-dire, voilà, on peut prendre plaisir à traiter ces sujets. On n'est pas obligé de participer à des réunions ennuyeuses, faire des trucs ennuyeux, etc. On peut rendre ça plaisant. Et en célébrant les victoires, en ayant ce temps d'échange privilégié avec les interlocuteurs, c'est là aussi on peut leur montrer que voilà, il existe une autre manière de faire. Et c'est ce qu'on vous Mm. propose. Ouais, c'est vrai, de sages paroles. Ok, bah, je te remercie beaucoup, Robin. On va s'arrêter Merci là. beaucoup, Robin. Merci à vous. N'hésitez pas si vous voulez interagir et continuer la discussion avec Robin. Tu es présent du coup sur le Discord de Ouais. Notre Panique. Et je pense que tu seras même à répondre à pas mal de Bien questions, même sûr. sur LinkedIn. Ouais. Mais bien sûr. Bah, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu à tous et à toutes. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de cet échange avec vous. Et encore une fois, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Génial. Nous, on se retrouve demain pour une autre conférence avec Nathalie qui était là. On parlera de son expérience à la CNAV, mais aussi dans les logiciels libres. Et pour tous les UX, on se retrouve cet après-midi dans une demi-heure pour le workshop sur le design éthique avec Guillaume Baptiste. Allez, merci Super. beaucoup. Merci. Ciao, à bientôt. Salut.